Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment faire d'une fragilité une force. On va en parler avec l'invité du Grand Oral à l'occasion des Jeux paralympiques, la multimédaillée paralympique Nantenin Keita. L'anti-sèche, c'est avec Amal Laoui ou comment l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, eh bien, ce sont les Jeux paralympiques et on verra à cette occasion comment l'école intègre ou pas les élèves en situation de handicap. L'heure de la récré, toujours avec Amal. Et cette fois, retour au sport, on va vous parler du parcours. Parcours avec un cas, si vous ne connaissez pas, restez avec nous. Et puis enfin, nous aurons la journée, si vous connaissez aussi d'ailleurs, vous restez avec nous, maintenant que j'y pense. Et puis enfin, nous aurons la joie de retrouver notre chroniqueuse Anne Tourneux et son dress code. Comment inciter son ado à acheter responsable? Ce sera le sujet. La quotidienne de School TV, c'est parti, Grand Oral. Championne paralympique du 400 mètres, multimédaillée des plus grandes compétitions internationales depuis 20 ans, le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres. Je ne peux pas citer tout son palmarès, il est trop impressionnant. Elle est aujourd'hui ambassadrice des droits des personnes atteintes d'albinisme. Elle a créé en 2006 une association, Salif et Nantenin Keita, ça fait SNK. Et oui, Salif, comme le célèbre musicien Salif Keita, c'est son papa. Avec elle et à l'occasion des Jeux paralympiques, on parle inclusion, résilience notamment, mais pas seulement par le sport. Nantenin Keita, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. On vous remercie. Commençons par votre parcours, par votre propre, j'allais dire, découverte du handicap. Parce que le handicap, il est dans votre corps, mais il est aussi dans le regard ou dans l'attitude des autres. Et si j'ai bien compris, c'est aussi à travers ça que vous avez découvert vous-même que vous étiez différente. Exactement, parce que moi, je suis née albinos, avec une déficience visuelle. Mon père aussi est albinos. Et c'est vrai que c'est par le regard des autres, pas ma famille, mais des autres, que j'ai appris que j'étais déficiente visuelle et que j'étais albinos, en fait. Les deux étant liés, pardon, je le dis pour les personnes qui ne sauraient pas. Exactement. Ma déficience visuelle est liée à mon albinisme. Et en fait, c'est parce qu'un jour, mon père m'a demandé comment ça se passait à l'école. Et je lui ai dit, bah oui, ça se passe bien, sauf que je ne comprends pas trop pourquoi les autres ne veulent pas jouer avec moi et ils me regardent bizarrement. Et il m'a dit, bah oui, mais peut-être parce que tu es albinos et déficiente visuelle. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que ma couleur de peau créait une différence par rapport aux autres. Alors que moi, à l'école, je voyais que tout le monde avait une couleur de peau différente. Donc, pour moi, ce n'était pas un sujet. Vous aviez quel âge? J'étais en maternelle. J'ai connu moquerie et mépris. Dites-vous, c'était dans un portrait que Le Monde vous a consacré. Comme j'étais différente, il y avait forcément quelque chose qui clochait chez moi. Fin de citation. Et donc, ça veut dire que de ce jour-là, au lieu de vous dire que c'est les autres qui clochent, ouais, vous vous dites c'est moi qui cloche. Effectivement, ça a été un petit peu un coup de massue pour moi parce que je me suis dit, si je suis différente, c'est que je ne suis pas normale. Alors que ça n'a rien à voir, en fait. La différence n'est pas synonyme d'anormalité. De toutes les façons, je déteste ce mot normal parce que pour moi, il n'y a pas de personne anormale et de personne anormale. En fait, on est tous différents les uns des autres. Et ça, c'est vrai que je le répète à chaque fois, c'est vraiment ce qui fait la beauté, la richesse de ce pays, en fait. Du monde, tout simplement, c'est le fait de savoir que chacun a sa différence, chacun peut apporter à l'autre parce qu'il a un vécu différent, parce qu'il a un physique différent, parce qu'il a une façon de voir les choses de façon différente. Et voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui à une petite Nantenin, élève de maternelle, qui rencontrerait la même chose que vous? Qu'est-ce qu'elle fait? Ou que font ses parents? Pardon, je vous coupe, mais parce qu'après tout, elle est peut-être trop petite pour... Alors, moi, mon père, en fait, là où ça a été bénéfique pour moi, c'est que il a trouvé les bons mots, les mots justes pour une enfant, et que après ça, j'ai compris aussi qui j'étais. J'en ai appris un peu plus sur moi, sur qui j'étais. C'est vrai qu'au départ, je me suis dit, ma vie, elle va être, ça va être l'enfer. C'est mal parti. Voilà, c'est mal parti. Ouais. Et en fait, pas du tout. En fait, et c'est ça que vous avez envie de dire aux enfants aujourd'hui? En fait, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il faut continuer à croire en ses rêves, clairement. Il faut se dire que forcément, il y aura des choses qui vont être difficiles, mais comme tout enfant, peut-être que ça va être plus difficile pour eux, mais que rien n'est impossible. Moi, c'est surtout là où j'insiste, c'est que rien n'est impossible et qu'il faut essayer. Il faut essayer, il faut trébucher, il faut tomber, il faut se relever, il faut réessayer, il faut comprendre pourquoi ça n'a pas marché et au final ça marche. Si je dois juste donner un exemple, moi ma médaille d'or des Jeux paralympiques, Rio, j'ai mis 12 ans à l'avoir. Ouais. Donc si je m'étais arrêtée à la première échec ou la première complication, non,
Un autre exemple, aujourd'hui, je suis chargée de qualité de vie au travail pour un groupe, pour une mutuelle. On peut le citer, c'est Harmonie Mutuelle, je crois. Ouais. Mais oui. Non, c'est Malakoff Humanis. Malakoff, mince. Oh là là, oh là là, oh là là, la honte. Mais comme il fallait en citer deux, c'est bon, c'est Bon, fait. bah voilà, c'est fait. Donc, Malakoff Humanis, pardon. Ouais, un groupe de protection. Non, mais il faut le dire, quand les entreprises font quelque chose pour l'intégration des personnes en handicap, je crois qu'il faut encourager. Voilà. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'au départ, c'est pas du tout un métier qui m'était prédestiné du fait de ma déficience visuelle. Donc, si j'avais écouté la société à l'époque... Vous n'auriez pas fait grand-chose. Ben, j'aurais en tout cas pas fait le métier que j'aurais aimé faire. D'un petit mot, et juste après on va parler école. Vous, votre rencontre avec le sport, donc il y a les 12 ans pour avoir la médaille, mais 12 ans, c'est à partir du moment où vous vous entraînez. La rencontre avec le sport de compétition, elle se fait un peu par hasard, si j'ai bien compris. Il y a un voyage, vous avez 13 ans. Oui, en fait, j'étais au collège et une sortie scolaire qui est organisée où, en fait, c'était une compétition d'athlétisme pour tous les déficients visuels de France. Donc moi, j'ai participé à cette compétition-là avec toute ma classe et j'ai fini deuxième de la compétition. Mais moi, c'était plus un challenge. Bon, déjà à l'époque, je n'aimais pas trop perdre, hein, mais voilà, pour moi, c'était plus un challenge. En plus, on partait mercredi, jeudi. Donc c'était cool, ça faisait 2 jours sans école. Exactement. On a bien compris. Voilà. Et du coup, 2 ans après, j'y suis retournée et là, j'ai gagné la compétition. Et la Fédération française handisport nous a repérés, ma copine et moi, et nous a proposé d'intégrer l'équipe de France d'athlétisme, comme ça. Je vous avoue que les débuts n'ont pas été faciles, mais bon. On va en parler. On se retrouve dans quelques minutes. Nantenin Keïta, c'est l'heure de l'anti-sèche. Vous allez voir, on ne change pas tout à fait de sujet. Amal, bonjour. Bonjour. Anti-sèche sur le même sujet, on va parler de la question de l'inclusion des élèves en situation de handicap à l'école. Elle s'est même invitée dans le débat présidentiel. Dans les faits, où en sommes-nous en France aujourd'hui ? Eh bien, la scolarisation des enfants handicapés est censée être une priorité du gouvernement depuis 2017. Elle s'articule autour de plusieurs chantiers. La transformation de l'offre, le renforcement de la coopération des acteurs, l'amélioration de l'écoute accordée aux familles. Et parmi les avancées, il y a eu notamment la création d'un statut renforcé pour les accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH, à travers une nouvelle indemnité et l'amélioration aussi de leur formation. Ce droit à l'éducation pour tous les enfants, quelle que soit leur situation et donc quel que soit leur handicap, est devenu un droit fondamental en 2005. Oui, c'est ça. Selon l'article 19 de la loi du 11 février 2005, je cite, « L'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. » Donc la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation de la citoyenneté des personnes handicapées et la loi d'orientation et de programme pour la refondation de l'école de la République le 8 juillet 2013 ont permis des avancées majeures afin de favoriser donc la scolarisation des élèves en situation de handicap. L'objectif, en fait, c'est d'aller vers une école toujours plus inclusive, sachant s'adapter aux besoins spécifiques. En tout cas, tout ça, c'est sur le papier. Ah ouais, c'est sur le papier. On va continuer avec ce qui est sur le papier parce que malgré tout, c'est important d'impulser le mouvement. La Journée internationale des personnes en situation de handicap, elle existe aussi et c'est l'occasion pour l'Éducation nationale de mieux faire connaître cette question. Oui, c'est ça. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, eh bien, l'Éducation nationale se mobilise aux côtés de grandes associations et de ses partenaires pour donc impulser et relayer des actions dans les écoles et les établissements scolaires. Depuis 1992, à l'initiative de l'ONU, eh bien, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre. Alors, l'article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies impose, je cite, que les enfants handicapés ne soient pas exclus sur le fondement de leur handicap de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire. Qu'est-ce qui se passe pendant cette journée ? Eh bien, l'objectif, c'est de sensibiliser l'opinion publique, la communauté éducative et l'ensemble des élèves aux enjeux de la scolarisation des élèves handicapés. C'est aussi l'occasion d'instaurer le dialogue entre les élèves et les équipes éducatives, d'accompagner la prise de conscience autour des enjeux de la scolarisation des jeunes en situation de handicap. Allez, encore d'autres initiatives du côté de l'Éducation nationale ? Oui, pour faire évoluer les mentalités face aux préjugés encore trop présents sur le handicap, eh bien, il y a eu une campagne nationale de communication, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, elle a été lancée du 18 octobre 2021 et elle s'est arrêtée le 4 janvier 2022 avec un message fédérateur, je cite, « Voyons les personnes avant le handicap ». Cette intégration scolaire, cette politique d'inclusion, elle est quand même assez récente dans l'histoire. Oui, elle est assez récente. Jusqu'aux années 70, eh bien, une partie des jeunes considérés comme inadaptés étaient exclus du système scolaire. Dans le meilleur des cas, ils intégraient des établissements spécialisés
scolarisés, sinon ils n'étaient absolument pas pris en charge. Et dans une tribune parue dans Le Monde fin janvier, eh bien, l'inspectrice générale de l'éducation, Martine Caraglio, a rappelé que l'éducation spéciale pour les enfants handicapés apparue au début du XXe siècle, eh bien, s'inscrivait dans un mouvement idéologique qui visait à, je cite, protéger la société de tous les malades et anormaux, et qu'il s'était même durci sous Vichy. Voilà, donc politique très très rugueuse. Et l'intégration, elle commence au fond quoi, dans les années 80 ? Oui, c'est ça, dans les années 80, en 82-83, avec les circulaires sur la mise en œuvre d'une politique d'intégration. Et depuis, eh bien, le nombre d'élèves en situation de handicap n'a cessé d'augmenter dans les écoles. Vous avez des chiffres ? Oui, quelques chiffres pour cette rentrée 2021. Eh bien, ils sont plus de 400 000 élèves scolarisés en milieu ordinaire contre 321 500 en 2017, ce qui correspond à une augmentation de près de 20% en 5 ans. Le gouvernement d'Emmanuel Macron a aussi souhaité intensifier cette école inclusive. Le budget de l'école inclusive a donc augmenté de 250 millions d'euros en 2021. Il s'élève désormais à 3,3 milliards d'euros, soit une augmentation de plus de 60% depuis 2017. Donc des efforts dont on prend acte et qu'on souligne. Pour autant, il faut relativiser la condition ou les conditions de scolarisation de nos élèves en situation de handicap. Voilà, tout est encore loin d'être idéal. Exactement. Si d'après le ministère de l'Éducation nationale, eh bien, 3 fois plus d'élèves handicapés ont été scolarisés dans des classes dites ordinaires, des premiers et second degrés en 2020 comparativement à 2005, et 5 fois plus d'étudiants qu'il y a 15 ans dans l'enseignement supérieur, eh bien, Serge Ebersol, professeur de sociologie et titulaire de la chaire accessibilité au Conservatoire national des arts et métiers, nous explique que ces chiffres cachent une réalité beaucoup plus complexe. Certains troubles cognitifs tels que les dys, dyslexie, dysphasie ou encore dyspraxie, ou les hauts potentiels intellectuels, les HPI, eh bien, qui n'étaient pas comptabilisés avant la loi de 2005, le sont désormais, d'où une augmentation mécanique des statistiques. Autre réalité. Il y a des problèmes avec les AESH, non ? Oui, c'est ça. Il y a encore trop d'élèves handicapés qui sont sans solution, notamment à cause de ce manque d'AESH, donc les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Nantin Keïta, on a l'impression, quand on parle de l'intégration des enfants en situation de handicap, qu'il y a deux vérités aussi vraies l'une que l'autre, qui est que oui, la puissance publique fait des efforts, et que oui, ça reste un parcours du combattant terrible pour un certain nombre de familles et d'enfants. Comment vous voyez les choses, vous ? Oui, là, effectivement, il y a un gap entre ce qui est marqué sur le papier et la réalité. Et vous venez de le dire, on parle d'intégration. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'inclusion se mette en place réellement. Et la différence, je la mets où ? C'est de dire à la personne en situation de handicap, dans une inclusion, c'est viens et on va faire en sorte que tu vives la même expérience que nous. Alors, à la différence de l'intégration, où c'est viens et débrouille-toi. Et là, on est un petit peu dans ça encore dans certaines situations. Alors, bien évidemment qu'il y a des évolutions qui sont à souligner, mais effectivement, encore beaucoup de familles restent sans solution et il y a encore beaucoup de détresse. Il y a de la détresse. Après, c'est vrai qu'il y a de la volonté, mais effectivement, on a encore beaucoup d'enfants qui sont sans solution et qui ne sont pas accompagnés, effectivement. On va poursuivre cet échange avec Nantin Keïta, invité de notre grand oral. Merci Amal, on se retrouve pour la récré. La différence a toujours fait partie de ma vie. Je suis albinos et malvoyante, mais au jeu, je suis une athlète. Parce qu'au jeu, il y a autant de pays que de handicaps. Au jeu, la différence a toute sa place. Au jeu, la différence est une force. Ainsi parlait notre invité Nantin Keïta. Au nom de vous en souvenez, c'était à Lima. Oui, c'est Lima, au Pérou. Et vous parliez au nom de la délégation française lors de la désignation de Paris comme organisatrice des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Cette différence est-elle toujours une force ? On en parle avec vous. Juste avant de parler justement intégration et inclusion, je crois que vous vous entraînez avec des valides. Oui. Pourquoi ? Alors, c'est pas forcément que je m'entraîne avec des valides, c'est que je m'entraîne avec des personnes qui peuvent me tirer vers le haut. D'accord. Et à l'heure actuelle, en France... Donc, quand vous êtes la meilleure des Paralympiques, il faut aller chercher les Olympiques. Ok, j'ai compris. Non, disons que... Je ne suis pas disponible pour l'entraînement demain, je voulais vous le dire. Non, mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des compétences qui me permettent d'évoluer. Si aujourd'hui, j'ai besoin de certaines... Il y a certaines compétences que je vais aller chercher dans le milieu paralympique et certaines compétences que je vais aller chercher dans le milieu olympique. En fait, c'est même pas cette distinction de olympique ou paralympique, c'est d'aller chercher la compétence là où moi, je la pense meilleure pour moi, en fait. C'est là où
où c'est important. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Si, bien sûr. Mais voilà. Et puis c'est vrai cette idée de progrès en permanence. Exactement. Et de chercher la compétence là où elle est. Aujourd'hui, si demain, j'ai besoin de travailler, je ne sais pas moi, des appuis ou la maîtrise de mon corps, peut-être que j'irai chercher ça chez le monde olympique parce que justement, du fait de certains handicaps, c'est une progression qu'ils ont fait beaucoup plus rapidement que chez les Olympiques. On parle d'éducation. Vous avez dit que vous aviez un emploi, oui. Pas sportif, professionnel à temps plein. Vous avez passé un BTS, vous avez fait une licence de sciences de l'éducation. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de poursuivre des études et de préparer très très tôt une carrière qui serait autre chose qu'une carrière sportive? Alors déjà, mon père. D'accord. Parce que clairement, il m'a dit que le sport c'était bien, mais que voilà, il fallait quand même que. Bon, il est un peu culotté quand même pour un musicien, parce que la musique c'est pas génial non plus. Vous lui direz de ma part. J'aime beaucoup ce qu'il fait, ceci dit, mais bon. Disons que c'est pas des métiers conventionnels, on va dire. C'est vrai. Mais voilà, parce que pour lui l'éducation c'était important, parce que déjà lui, du fait de son albinisme, de sa déficience visuelle, et parce qu'il a grandi en Afrique, n'avait pas pu suivre une scolarité des plus facilitantes. Donc pour lui, voilà, c'était important que ses enfants puissent aller à l'école. Et puis, parce que pour moi, ça a été aussi important de vite penser à ma reconversion, parce que je sais que la carrière sportive s'arrête très rapidement, parce que de deux, nous ne sommes pas professionnels. Et oui. On n'est pas payé pour pratiquer notre sport, même si on le fait de façon professionnelle, parce que on est sur les stades tous les jours et qu'on s'entraîne comme des pros. Et voilà, c'était les deux raisons pour moi qui étaient importantes. Et est-ce que pour vous, l'éducation nationale ou le système éducatif, c'est suffisamment adapté justement à vos besoins? Est-ce qu'il a été soucieux d'inclusion et pas seulement d'intégration? Ok. Non. Si vous avez envie de dire le nom d'une personne qui a été formidable, vous pouvez le faire, parce qu'il faut encourager des gens formidables. Apparemment, ce n'était pas si simple que ça. En fait, je pense qu'il y avait de très bonnes intentions, ouais. de bonne volonté de la part des personnes qui étaient en place. Mais le système n'allait pas. Après, le système, en tout cas à mon époque, c'était un peu plus compliqué, parce que moi, je suis de la génération avant 2005. Ouais. Donc, oui, c'était un peu plus compliqué. Et on était souvent... quand moi, j'ai été intégrée dans des classes ordinaires, et ça tenait à la bonne volonté de l'enseignant. D'accord. Donc avec certains enseignants, c'était formidable, avec d'autres, ça l'était moins. Exactement. Pour le dire poliment, 2005, c'est cette loi très importante dont parlait Amal tout à l'heure. Vous donnez, je crois, des conférences sur la résilience. Il m'est arrivé de faire ce genre de conférences. Oui. D'un mot, quel message vous essayez de transmettre? En fait, moi, la résilience... Qu'est-ce que c'est pour moi, en fait? C'est vraiment de se dire que dans la vie, on a des failles, on a des fêlures, et qu'il faut justement réussir à combler ces fêlures pour renforcer notre structure qu'on a. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cet art japonais qui s'appelle le kintsugi. Non. Mais en fait, c'est un art où il répare de la poterie avec des feuilles d'or. Mais il laisse apparaître les... Ah oui, et ça souligne les fêlures. Et ça souligne les fêlures. C'est extraordinaire. Et en fait, avec ces fêlures et avec en comblant avec de la feuille d'or, on fait quelque chose d'encore plus beau. Exactement. Et pour moi, c'est ça la résilience. C'est vraiment de faire quelque chose de plus beau avec nos fêlures. Superbe définition. Nantenin Keïta, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite du Grand Oral. Si vous voulez bien, on prend toujours une petite récré pendant la quotidienne. Et c'est avec Amal. Et c'est chouette de faire du sport à la récré. Alors on va faire du sport pour une fois, un sport urbain, le parcours avec un K, parcours que l'on peut pratiquer dès le plus jeune âge, Amal. Oui, je vous propose de découvrir cette vidéo de Bruce, un prodige du parcours qui a commencé à l'âge de 5 ans. Regardez. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce sport, on va rappeler en quoi il consiste, même si en voyant les roulades et les galipettes de Bruce, on croit deviner. Oui, le parcours ou art du déplacement est une discipline sportive acrobatique qui consiste donc à franchir des obstacles urbains ou naturels par des mouvements rapides et agiles, donc course à pied, saut, gestes d'escalade, déplacement en équilibre, et tout ça sans l'aide de matériel. On appelle ceux qui pratiquent le parcours les traceurs ou les traceuses, parce qu'en fait, ils détournent le mobilier urbain et les obstacles rencontrés pour tracer une course de manière chorégraphiée. C'est un sport qui est accessible à tous. Il suffit d'avoir une paire de baskets pour pratiquer le parcours. Alors non.
Non, parce que j'ai une paire de baskets, mais même deux d'ailleurs, mais non, franchement pas. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Le but de ce sport, c'est donc d'aller d'un point A à un point B, et ça le plus rapidement possible. Et ça s'inspire en fait de méthodes d'entraînement militaires, non? Ça ressemble un peu à un parcours du combattant. Exactement, de méthodes d'entraînement militaire au début du XXe siècle, comme celle donc, du parcours du combattant de Georges Hébert, fondé autour d'actions simples, donc courir, grimper, sauter. Le parcours donc mêle athlétisme et esthétisme, puisque les déplacements, vous l'avez vu, sont chorégraphiés. Il nous montre d'autres usages aussi de la ville et interroge les fonctionnalités de l'espace urbain. C'est assez récent, non? Oui, c'est une discipline qui est née à la fin des années 80 en région parisienne. C'est un sport donc urbain qui repose sur la mobilité des corps et sur la course acrobatique. Il est longtemps resté inconnu du grand public et des institutions sportives, mais il a bénéficié d'une certaine exposition médiatique avec la publicité. Il y a eu un film. Oui, c'est ça. Yamagazi, non? Exactement, le film Yamagazi des samouraïs des temps modernes, réalisé par Ariel Zetoun et produit par Luc Besson, qui était sorti en 2001. Un film dans lequel on avait pu suivre les aventures de 7 jeunes qui pratiquaient donc le parcours. Un sport de rue. Street sport. Un sport de rue, exactement, comme le skateboard, le BMX ou encore le streetball. Le parcours est d'abord né comme un loisir de rue et il était essentiellement pratiqué par un public masculin. Il a été longtemps considéré comme une discipline assez marginale, c'était underground. Une discipline à la mode aussi, underground, ouais, c'est ça. Le parcours est en voie de devenir une pratique sportive assumée et légitimée. En France, il y a une fédération d'associations de parcours qui a vu le jour en 2009. Il y a plusieurs collectifs de traceurs qui ont émergé en métropole et de nombreuses salles de parcours appelées Parcours Parc ont été créées pour qu'on puisse s'entraîner. Là, c'est à l'intérieur, donc c'est indoor, donc c'est avec de la mousse, donc on se fait moins mal, c'est peut-être un peu moins impressionnant. En tout cas, il y a je vais commencer là. Oui, allez-y. On ira ensemble. En tout cas, il y a même des compétitions internationales comme la Red Bull Art of Motion. Ce sport, c'est dangereux quand même, ce sport. Il peut paraître un peu dangereux pour beaucoup de parents, mais il existe plusieurs clubs qui permettent de pratiquer ce sport entourés par de véritables professionnels. En tout cas, cette activité sportive favorise l'épanouissement par une meilleure connaissance de soi, de ses propres limites physiques et de ses peurs aussi. Et de ses peurs. C'est vrai que le petit Bruce, il n'avait pas l'air d'avoir trop peur. Amal, merci beaucoup. On retrouve Nantenin Keita pour la suite de Grand Oral. Nantenin Keita, athlète de haut niveau, même de très haut niveau, multimédaillé et notamment championne paralympique Rio, c'était 2016, je fais tout ça de mémoire, c'était sur le 400 mètres. Exactement. Fille du grand musicien malien Salif Keita, qui est aussi un père très présent et qui fait faire des études à sa fille. Et vous êtes aussi ambassadrice des droits des personnes atteintes d'albinisme. Votre famille, ai-je lu, descend de Soundiata Keita, fondateur de l'Empire du Mali au XIIIe siècle. Quand on vous dit ça, c'est de l'histoire ancienne ou c'est quelque chose qui vous parle et vous vous dites finalement cette notion de lignée, ça raconte quelque chose? Alors, moi, je ne me sens pas concernée parce que ça remonte à très longtemps, honnêtement. Après, oui, c'est intéressant de dire que nos ancêtres ont fait partie de la création de cet empire, en tout cas. Mais il n'y a pas eu de transmission particulière. Moi, honnêtement, ça ne change pas grand-chose à ma vie du quotidien. Bon, alors vous êtes néanmoins devenue ambassadrice des droits des personnes atteintes d'albinisme. Vous avez créé en 2006 cette association SNK dans certains pays africains. C'est pas juste une question de petite fille qui se fait regarder de travers à la maternelle quand on est albinos. Non, pas du tout. On va mettre les mots. Non. Dans certains pays en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, c'est des crimes. Voilà. On ne va pas employer un autre mot. Parce qu'il y a des croyances qui attribuent. Il y a des croyances ancestrales qui attribuent des pouvoirs aux personnes albinos, et notamment aux enfants albinos, et des pouvoirs on apporterait la richesse, le pouvoir, on guérirait de certaines maladies graves, dont le sida. Donc voilà. Mais vous le faites si on vous embête, si on vous prend les cheveux, si on vous blesse, si on. Non, en fait, ce qui est dit, c'est que, par exemple, si un président veut gagner les élections présidentielles, il prend le sang d'un enfant albinos et le marabout, le féticheur va faire ce qu'il a à faire avec le sang d'un albinos. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique, du coup, il faut aller kidnapper l'enfant, il faut aller tuer l'enfant, ou alors on leur demande de venir avec le bras d'un albinos, la tête d'un albinos. Donc c'est des massacres et ça existe encore aujourd'hui. Et on parle du 21e siècle. Et on parle du 21e siècle, on parle même de 2020, où on a, au Mali, on a eu encore une mère qui a perdu son enfant je crois qu'elle va avoir 5 ans, la petite. On
l'a retrouvée décapitée un matin, pas loin du village. Et c'était à l'évidence un crime qui était lié à ses croyances. La clé, c'est quoi? C'est l'accès à l'éducation. On va retrouver ce mot d'éducation. Exactement. Parce qu'il faut lutter contre des croyances. Donc Alors, c'est très compliqué de lutter contre les croyances, hein, on le sait. Hein. Mais c'est ça, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. C'est pour ça que nous, au sein de l'association et de la fondation, on travaille vraiment sur 3 volets. Donc, la sensibilisation, l'éducation et le volet vraiment santé, parce que on est aussi très vulnérable aux rayons UV du soleil, donc il faut pouvoir nous protéger aussi contre les dommages en tout cas causés par le soleil. Dantin Keita, vous avez dit « Le sport m'a aidé à m'accepter, à me prouver que j'étais capable de faire aussi bien, voire mieux que les autres. C'est un long chemin. » Oui. Vous en êtes où sur ce chemin? Parce que c'est une citation qui est extraite d'une interview d'il y a quelques années. Alors, je progresse toujours parce que je pense que c'est effectivement, avec ou sans différence, je pense que le chemin de l'acceptation peut être long. Mais en tout cas, j'ai fait un beau chemin parce que maintenant, je suis consciente de qui je suis consciente de mes capacités. Et puis, c'est surtout que je me mets aucune limite. Et c'est là la différence. Alors, c'est quoi le prochain challenge? C'est les Jeux de Paris. 2024, Jeux olympiques et paralympiques. Vous faites partie du comité du conseil d'administration, je crois, par ailleurs, organisateur. Vous êtes ambassadrice aussi d'une certaine manière de ces Jeux. Exactement. L'idée, c'est vraiment de faire de ces Jeux des Jeux exceptionnels, mais de plusieurs manières. Et notamment sur le volet handicap, c'est de permettre à des personnes de venir au sport, d'augmenter le nombre de participants et de pratiquants au niveau sportif. On sait que tout le monde ne sera pas champion paralympique, ça, c'est pas le sujet. Mais si, en tout cas, on permet à certains sports, à certains sportifs et à certains jeunes en situation de handicap de se sentir capables grâce au sport et Ce sera quelque chose de formidable. Exactement. Vos collègues des Paralympiques d'hiver s'y emploient bien quand même, les médailles tombent. Génial. J'ai encore pleuré ce matin. Alors. Mais non, c'est... On va faire un peu de shopping, si vous voulez bien, en fin d'émission. Ça vous va? Parfait. On change de sujet. C'est le dress code. Merci beaucoup, Amal. Vous cédez votre place à Anne Tourneux. Dress code. Le dress code, c'est notre rendez-vous du lundi avec Anne Tourneux qu'on est ravis de retrouver. Anne, bonjour. Bonjour Emmanuel, moi aussi je suis ravie de vous retrouver. On est super content. Dantin, vous êtes contente de retrouver Anne? Super. C'est génial. En plus, alors de la retrouver, je ne sais pas parce qu'on ne se connaît pas encore, mais en tout cas le sujet... Mais par les modes, ça vous plaît? Ok, voilà, je sens qu'il y a de l'appétence. Voilà. On va s'adresser aux parents qui croient qu'ils ont tout fait pour le mieux et tout fait au plus simple avec leurs enfants. Et pourtant, dès l'âge de 7 ans, ils veulent le même blouson que leurs voisins, ils refusent de porter celui du grand frère, etc. etc. C'est ça le sujet du jour. On avait gardé précieusement justement pour l'habiller. Il veut le hoodie Aries à 235 €, le Bob Kiss à 75 €, la doudoune Jot à 130 au lieu de celle du Uniqlo que vous aviez gardée. Et donc on l'évoque chaque semaine, le vêtement, c'est le moyen pour l'adolescent de s'exprimer, de trouver sa place dans la société. Donc vous comprendrez qu'à partir de là, évidemment, il y a un enjeu. Ça revêt une certaine importance. Voilà. Et vous, alors donc, le look ado, ça donnait quoi pour vous dans vos grandes années, voilà, vos souvenirs? On va changer de sujet. Le vôtre, ça donnait quoi? On a tous des grands souvenirs de cette mode adolescente où on a un peu tout testé et ça fait partie de la phase, évidemment, de construction de soi. Donc du coup, pour rationaliser un petit peu tout ça, j'ai envie de parler de quantité et de qualité. C'est la grande question. Donner des tips pour justement éviter que ce soit une bataille, l'achat de nouveaux vêtements, mais plutôt quelque chose de fluide et de merveilleux. On commence par la quantité, si on fait la quantité et la qualité. Voilà, la quantité, déjà on va rationaliser, on n'a pas les mêmes besoins entre un adulte et un adolescent. Vraisemblablement, le dressing d'un ado, ça peut s'articuler concrètement autour de 3 jeans, un t-shirt par jour, 3 pulls sweat, les blousons de saison et 2 paires de chaussures. Et ça peut déjà suffire. Inutile de combler à mort ce dressing qui, de toutes les façons... va changer régulièrement parce qu'on grandit. Régulièrement avec les tailles. Donc c'est une bonne façon de faire un petit peu un point sur le cost per wear, c'est-à-dire le coût d'utilisation par l'usage du vêtement. Et c'est là où on parle qualité. On peut faire un petit comparatif, mettons sur les doudounes par exemple. Exactement, j'ai voulu comparer justement ce buzz de cours de récré qui était la doudoune Jot avec la doudoune Uniqlo. Alors Jot, je crois que c'est 130 €, c'est ça? Voilà, 130 €, c'est dessiné en France, mais c'est aussi fabriqué en Asie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérieur, j'ai regardé les compositions, 90% de duvet, 10% de plumes. Donc ça, c'est bien. Vraiment considérer que c'est un vêtement chaud.
Bon, donc ça c'est de la qualité. Et la Uniqlo, qui je crois coûte 39 € et des poussières. 39,90 €. Voilà, une matière déperlante aussi, mais un rembourrage 100% polyester. C'est important de se donner ces données-là quand on achète des vêtements, de comprendre pourquoi il y a une différence. Voilà, et là, c'est parce que c'est pas les mêmes matériaux en fait. C'est pas les mêmes matériaux, ils sont beaucoup plus qualitatifs, mais cependant, les deux sont fabriqués en Asie. Il y a une appli qui permet de... Il y a une appli qui est géniale, qui est un peu le Yuka de la mode, qui s'appelle Clear Fashion App. Voilà, qu'il est toujours, voilà, ça peut faire sens de l'avoir dans le téléphone quand vous faites les achats ou quand votre ado fait les achats, histoire de le confronter un petit peu à la qualité de ses choix. Alors j'ai ma méthode, je sais combien il faut de vêtements, j'ai mon attention à la qualité, j'ai mon appli. Maintenant, je vais aller faire les courses avec mon ado. On peut essayer de responsabiliser son ado par rapport à tout ça. Eh bien, on va l'encadrer et on va fixer une limite de prix pour chaque vêtement. C'est peut-être voilà, la bonne stratégie. Donc on lui dit entre temps et temps, on donne des tarifs. Par exemple, 100 € un manteau max. Moi, je fais max 100 €. Le t-shirt max, c'est 40 €. Et s'il veut une pièce plus chère, c'est à lui de se donner les moyens. Donc un petit boulot, des notes d'école, un petit challenge. En tout cas, on le responsabilise, c'est le mot-clé. La revente de ses anciens vêtements. Et je peux vous dire qu'ils sont fans de ça. Ça, ils ont très bien compris. Dernière question, très rapidement. S'il reste quand même accro à la mode, je veux absolument le même truc que le voisin, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on va faire preuve de psychologie. On va travailler aussi l'estime de soi. Et donc, on est en plein dedans. Parce que ça, en travaillant l'estime de soi et en essayant de déplacer qu'en restant qu'au travers une marque ou un vêtement qui porte, ça peut être les loisirs, l'art, qui peut donner une autre source d'expression. On peut discuter avec lui aussi des empreintes de consommation. C'est toujours le temps de l'éveiller. Ça peut créer un petit déclic, ça. Voilà, ça peut lui créer un petit déclic. Et lui donner le goût de l'attente, encore une fois, de la récompense et du plaisir. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. En fait, il faut trouver le juste milieu en permanence. C'est ça le mot de la fin? Exactement. Le juste milieu. Le juste milieu. Anne. Et comprendre ce besoin d'appartenance aussi. Oui, parce qu'il existe et il est réel. Ça fait partie de la construction et c'est un besoin essentiel. Merci beaucoup, Anne Tourneux. Merci beaucoup, Nantenin Keita. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Travail d'équipe, on a dit que c'était important les équipes. Alors, je signale et souligne le travail de Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine. Et en régie au son d'Amanda Montero et à la réalisation d'Alice Pitavis. School TV, vous restez avec nous toute la journée et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.